Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui préfèrent coder sur Mac plutôt que Windows? Le confort de l'appareil? Non, je sais pas. Là en l'occurrence, je suis sur Mac parce que je fais aussi du développement pour Mac, donc j'ai besoin d'un Mac. Et tant qu'à faire du développement pour Mac et pour Windows, autant le faire depuis le Mac, qui est quand même une bonne machine en termes de matériel. Qui coûte une blinde, mais qui est globalement plus solide qu'un PC. À l'époque où j'étais encore sur PC, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je travaille sur Windows en machine virtuelle sur Mac, enfin un peu plus de 10 ans maintenant, et sur plusieurs appareils différents. Et en fait, l'iMac, il n'a pas branché, acheté en 2012, j'ai changé le SSD, j'ai rajouté de la RAM, il a jamais planté, enfin matériellement parlant, il a jamais lâché. Le MacBook Pro, à part la batterie, c'est... Bon, et l'écran qui a le défaut de fabrication de l'écran, où il y a des saloperies dessus qui se voient avec les reflets du soleil dessus, mais qui foutent la merde. Et que j'ai pas changé, enfin j'ai pas pu changer à l'époque où il faisait le remplacement parce que j'avais pas encore le défaut. Donc toujours le MacBook Pro pareil, enfin pas d'anomalie particulière, ça tourne. Et celui-là, bah du coup ça tourne aussi. Enfin, quand j'avais un PC, la carte mère elle cramait tous les 2 ans. Pourtant je faisais pas de modif dessus. Donc le choix il est quand même assez... il est simple. La plupart des développeurs qui travaillent sur Mac, et éventuellement sous Windows sur Mac, c'est plutôt parce que le matériel tient, et que bah, globalement, il y a aussi l'assistance s'il y a besoin. C'est l'écosystème Apple, alors côté logiciel, c'est quand même pas ça, mais le confort d'utilisation qu'on peut avoir sur Windows historiquement pour les vieux comme moi, avec les raccourcis clavier, les trucs comme ça, on les retrouve pas sur Mac, on a des icônes de tous les côtés qui sont pas forcément parlantes. Les boutons sont plus des boutons, enfin il y a plein de trucs qui sont pas forcément géniaux en termes d'ergonomie, mais en termes de matos, il n'y a rien à redire quoi, à part le prix. Mais ça tient, les OS tiennent, on reformate la VM Windows quand on a envie, alors d'autres préfèrent passer sur un PC sous Linux pour travailler sous Windows, en VM aussi. Mais c'est vrai que je connais de moins en moins de personnes qui sont sous Windows directement pour faire du développement depuis un PC. Et le côté on crée des machines virtuelles les unes à côté des autres et puis on travaille dessus et puis si ça plante on efface la machine virtuelle, on en crée une autre, c'est quand même un gros confort. Et en termes de développement, repartir à zéro sur l'environnement de développement ou sur le système d'exploitation, c'est très utile. Notamment quand on a des tests de bêta ou de trucs comme ça, où on se refait une machine à côté sans changer de matériel, et puis on travaille dessus. Donc le côté machine virtuelle est assez important, et même pour des gens qui seraient sur un poste sous Windows pur, je recommanderais vivement de passer sur des machines virtuelles Windows dessus. Enfin, si la machine a les capacités pour, parce qu'évidemment n'importe quel i3 ou les autres, là, les Centrino, non, je sais plus comment ça s'appelle, les Celeron et autres conneries de base, les machines virtuelles, faut pas compter dessus. Mais clairement, VM pour bosser, sous Windows ou sur autre chose, et machine de base, c'est le matos qui compte. L'OS importe peu, en réalité. On a même maintenant des machines virtuelles via Parallels, Windows, sur du Chromebook, à condition que le Chromebook soit supporté et le processeur qu'il faut, mais clairement, là, on est vraiment plus emmerdé, quelle que soit la machine, pour faire du Windows dessus. Du coup, si tu prends un MacBook Pro M1, alors ça, ce sont ceux de l'an dernier, normalement. En termes d'OS, tu as des chances que ça soit maintenu pendant encore 5 ou 6 ans. Si Apple reste à peu près sur sa gestion habituelle. Après, ce sera bloqué sur la version en cours, et donc selon ce que tu fais, tu seras emmerdé parce que tu pourras plus installer Xcode et autres selon ce que tu fais dessus, mais si c'est un usage perso, bureautique, si les logiciels n'ont pas à être modifiés tous les 6 mois, ça tient 10 ou 15 ans. Hein. Enfin, ça dépend de ce qu'on en fait, comme toujours, mais normalement ça tient. Et de toute façon, Apple fait tout ce qu'il faut pour que ça tienne, au moins les 3 ans d'immobilisation qui sont en entreprise. Et même s'ils vivent beaucoup du matos qu'ils revendent à prix élevé, globalement ils font du matos qui tient, parce qu'ils veulent pas de SAV.
Le SAV a un coût phénoménal. Donc ils ne veulent pas de SAV, comme tous les autres, hein. Sauf qu'ils mettent les moyens pour, et ils nous font payer ce qu'il faut pour. Donc le changement de matériel pour du Mac, a priori, c'est pas pour du 6 mois, c'est plutôt pour de quelques années. Mais ça dépend toujours de ce qu'on en fait. C'est le problème. Selon ce qu'on fait, ça peut ne pas tenir. Enfin, ça peut ne pas être suffisant. C'est pour ça qu'il faut tabler sur un truc puissant au départ, avec de l'espace de stockage suffisant, donc au moins 512 Go, au mieux 2 Tera. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait là. Là sur du stream, clairement les 256 Go ils sont pas suffisants parce que la moindre session, le moindre enregistrement OBS pour là par exemple, j'en suis à 5, je serai sur une session de 5 heures aujourd'hui, ça va me faire du 4 ou 5 Go pour le fichier sorti par OBS. Ça va ensuite me sortir un MP4 qui sera à peu près de la même taille, que je vais remouliner dans Camtasia qui va nous faire un truc monstrueux qui devra être réduit. J'ai une session par jour, j'ai donc du 30 Go par semaine de fichiers vidéo minimum stockés sur mon disque. Voilà. Si on fait du streaming, il faut de la place. Évidemment, tout stocké sur la machine sur laquelle on travaille n'a aucun intérêt. Archiver sur des disques externes est une meilleure pratique. Une fois que le fichier a été traité, mis en ligne, on garde pour garder, mais en réalité, on va jamais y revenir. Si tu fais du jeu vidéo, à la limite, peu importe, le tout c'est de pouvoir effacer le jeu et puis de pouvoir revenir dessus. Il y a une grosse différence entre les Mac et Windows, hein, côté application, c'est que les applications c'est un conteneur. Tout est dedans. Normalement, le stockage des paramètres se fait dans une arborescence dédiée. Officiellement, en pratique, on peut aussi quand même toujours faire un peu n'importe quoi, mais c'est une appli est dans son conteneur, et donc on efface l'appli en supprimant le conteneur. Sous Windows, on peut avoir des morceaux partout qui ne s'enlèvent pas forcément quand on fait du ménage. Donc un jeu vidéo, un gros truc, consommateur, bah, il va se créer dans son conteneur, éventuellement il aura un sous-dossier dans les programmes, enfin dans les documents qui contiendra les choses que tu stockes, ou qui télécharge, genre au hasard ici FL Studio par exemple. Alors évidemment j'ai viré tous les trucs de Mac de base, hein, GarageBand et ces quelques centaines de gigas qui servent à rien, hein, que j'utilisais pas. Poubelle. Alors là FL Studio ça va être la version d'évaluation que j'ai. Alors ne pas autoriser. Ah oui, alors par contre il va peut-être me foutre le souk avec le stream. S'il me récupère la vidéo et le reste. Mais hop. Donc FL Studio qui est aussi une application développée sous Delphi en plus. Donc là, en fait, il y a l'application elle-même, et puis il y a plein de trucs qu'on peut télécharger pour les sons. Donc là, j'en avais récupéré un certain nombre. Pour des exemples et des trucs comme ça. L'appli elle-même, elle est dans un truc unique. Alors, oui, je sais, rends-moi la fenêtre, toi. Elle est là. Application. Et donc là, on a les applis. Alors, à part Adobe qui fait un peu n'importe quoi, et Microsoft qui continue ses merdes un peu partout pour se répandre, les autres, c'est vraiment propre. FL, il est là. Et donc, il occupe 2 Go 5. Si j'ai besoin d'espace, je le vire. Et je le réinstalle le jour où j'en ai besoin. Les fichiers correspondants, ils sont dans les documents, normalement ici, par exemple, machin. Là, ImageLine. Alors là, il y en a plus parce que c'est là où il a tout téléchargé. Mais quand c'est fait proprement, il y a 2-3, ah bah, il n'y a que 55 megs dessus, donc j'ai dû virer déjà les contenus. Mais globalement, quand c'est fait proprement, il y a le programme à désinstaller, c'est bon et c'est nettoyé, on a de la place. En termes de durée de vie, c'est vraiment les logiciels. Enfin là, après, c'est pas vraiment une question à laquelle on peut répondre. L'iMac sur lequel j'étais ou le MacBook, ils ont tenu, ils tiennent encore, ils fonctionnent, je m'en sers. Et ça fait plus de 10 ans, enfin c'est depuis 2012 ou 2013 que je les ai. Donc effectivement, l'iMac j'ai arrêté parce que pour faire du développement Mac, je suis obligé de suivre les évolutions de macOS
Et pour faire du développement iPhone, iPad, je suis obligé aussi de suivre les évolutions des kits de développement pour iOS et macOS, donc de Xcode. Et Xcode, il ne veut pas s'installer sur des vieilles versions de macOS. Donc, on est obligé par Apple de changer de version parce que leurs logiciels ne peuvent plus s'installer ou ils ne veulent plus les installer sur des vieilles versions. Mais ça fait 10 ans d'utilisation avant que ça se produise. Si tu fais du dev pour du web, bah, t'as besoin d'un traitement de texte, hein, donc la machine, elle tient pendant des années. C'est vraiment, ça dépend vraiment de l'usage. Enfin, là c'est vraiment pas une question à laquelle on peut répondre. Je fais du PHP, ça va tenir 15 ans. C'est aucune idée. L'OS est maintenu. Tant que les logiciels fonctionnent dessus, il n'y a pas de raison que ça plante. Enfin, c'est le matos tient. C'est tout ce qu'il faut voir. Et c'est vrai que c'est un investissement important. Après, il y a toujours un marché de la revente. Les Macs d'occasion bon état, ça peut se revendre.